Bien, alors hier soir on a regardé De Villiers, on est nombreux à l'avoir regardé, parmi mes auditeurs il y a les fidèles, des chez fidèles qui vont le vendredi soir sur CNews écouter Philippe De Villiers. Rien que pour cette prestation, il faut remercier Bolloré, CNews, parce que c'est magistral. C'est incontournable. C'est une démonstration et c'est une pédagogie parfaite, accessible à tout le monde, qui nous permet de saisir ce qui se passe aujourd'hui sur le plan politique en France. C'est pour ça que ce passage que vous allez regarder, il est sur les réseaux. Moi, je l'ai repris parce que c'est un développement qui dure un certain temps, mais pour moi qui est capital, qui est incontournable, sur lequel qu'on doit réécouter, parce qu'il explique tout. Vous avez en 10 minutes une explication parfaite des enjeux que nous vivons actuellement. Alors, je vous assure que quand tu écoutes ça, Bardella à côté, c'est une toute petite crotte, quoi. C'est rien, ça n'existe même pas. Tant le raisonnement, la vision et l'intelligence de Philippe De Villiers est puissante. Le jour où Philippe De Villiers va disparaître, je ne sais pas qui on aura. On a perdu le père Le Pen, on va perdre De Villiers un jour. Qu'est-ce qui nous restera après ça? C'est pour ça que vraiment, pour le salut de la France, il y a encore un salut à espérer. Je ne vois que lui. Je ne vois que lui et cette dimension qu'il a pour sauver la France. Et oui, on peut utiliser les grands mots, sauver la France. Vous allez voir, c'est époustouflant. Pour ceux qui n'ont pas écouté De Villiers hier soir, je vous recommande d'écouter cet extrait parce qu'il est, je vous dis, magistral. Il y a une synthèse là qui est absolument brillante et à mon avis qu'on doit écouter. On ne peut pas passer pour comprendre, pour vraiment comprendre les enjeux. Et ça vous fera prendre conscience à quel point actuellement nos politiques sont d'une médiocrité abyssale. Abyssale. Donc on écoute Philippe De Villiers. D'Emmanuel Macron. Alors, je vais sans doute prendre le contre-pied de toute la presse française et de presque toute la classe politique. Donc, accrochez les ceintures. Simplement, je pense que ce que je vais dire, dans 20 ans, on dira « il avait raison ». Ce sera trop tard pour moi. On fera des émissions où on fera les archives. Enfants qui aura... Pour les archives. Oui. Pour le face à Geoffroy Lejeune. Alors d'abord, il y a une chose qui a échappé à tout le monde. Mais vous qui êtes des hommes de télévision, ça vous a peut-être pas échappé, c'est les infographies. Pourquoi? Parce qu'il a mis les chars russes. En fait, quand j'étais jeune sous-préfet de Vendôme et que le 10 mai 81 est arrivé, le lendemain, il y a des familles entières qui venaient aux grilles de la préfecture en disant « Qu'est-ce qui va se passer? Les chars russes vont arriver !» Parce que les chars russes étaient en Allemagne de l'Est. Et donc là, il nous a fait le coup des chars russes avec l'infographie. C'est malin. Emmanuel, il est malin, je le connais bien. C'est un roublard. Il est très malin. Voilà. Donc ça s'appelle du subliminal à la télévision. Voilà. Alors maintenant, entrons dans le fond des choses. J'ai cherché, en le regardant,
une image dans la littérature française, en me disant, il me rappelle quelqu'un, mais qui? J'ai mis en fait du temps à trouver. Et en fait, là, à l'instant, pour moi, ça y est, c'est clair. C'est Tartarin de Tarascon. C'est-à-dire qu'il est vantard, fanfaron, grandiloquent. Et il a perdu sa guerre. Il a perdu sa guerre, Tartarin de Tarascon. Et il joue du tambour, de la trompette, il rameute tout le village devant la place de la mairie, et on se souvient, quand il battait tambour, de ce qu'il disait. On va envoyer des troupes en Ukraine. C'était un risque fou. Finalement, on ne l'a pas fait. Ensuite, on va envoyer des missiles balistiques, des missiles à longue portée pour frapper la Russie. Ils vont comprendre, les Russes. Ça va les calmer. Ça calme les personnes. Ensuite, il a dit, attention, je peux appuyer sur le bouton. Et ça n'a pas fait peur aux Russes, mais Tartarin continue. Et il continue comment? Avec des tartarinades. L'expression, elle est dans la littérature française. Qu'est-ce que c'est que les tartarinades? Il y en a 3. Première tartarinade, la Russie est à genoux. Ça, c'est la phrase de Bruno Le Maire, le ministre de la Transition érotique. La Russie est à genoux, avec des sanctions. Dans 15 jours, c'est fini. Vous vous souvenez de ça? On en avait parlé ici. Vous-même, vous disiez, bah, c'est peut-être vrai, quand même, il est ministre de l'économie. Il ne fait pas que creuser les déficits, il a aussi une conscience et un jugement, ce monsieur Le Maire. Deuxième tartarinade, la Russie est isolée. Ne vous inquiétez pas, la Russie est isolée. Mais en fait, on a le monde entier contre nous, on a tout le sud global. Derrière la Russie, il y avait la Chine, il y avait l'Inde, il y a toujours, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'Occident qui est isolé aujourd'hui. On pèse plus qu'1 milliard et puis 5 milliards les autres. Donc on est à franc renversé. Et troisièmement, et je pense à la chaîne concurrente LCI, qui est vraiment la chaîne des généraux de plateau extraordinaires que j'ai regardé souvent, et maintenant ça me fait rire, parce qu'ils sont toujours là. Et ils expliquent le contraire de ce qu'ils expliquaient. Ils disaient, bien sûr, oui, non, parce que l'opération de course, ça y est, c'est la percée conceptuelle, la percée stratégique. La Russie est foutue. Voilà, tous les généraux de plateau. Pas que cette chaîne-là, d'autres chaînes. Bon. Et puis non, il ne s'est rien passé. En fait, Tartarin de Tarascon courait sur le tapis américain et voilà que Trump tire le tapis, le carpet bombing. Alors, en fait, il a fait une sortie de route mercredi soir. Il était à contretemps et à contresens. Alors, il était à contretemps. Il était à contretemps puisque il n'a pas prononcé le mot paix. Au moment où le monde entier parle de la paix en Ukraine. Ensuite, il n'a pas prononcé le mot négociation. Au moment où on ne parle dans le monde entier, de Kiev jusqu'à Riyad, on ne parle que de négociation. Il n'a pas prononcé le mot après-guerre, alors qu'aujourd'hui, toutes les chancelleries du monde entier sont dans l'après-guerre qui se profile. Et il n'a pas prononcé le mot réconciliation, alors que les Russes et les Américains sont en train de se réconcilier. Et non seulement ça, mais ils sont en train de se réconcilier sur le dos des Européens qui vont devoir payer l'addition, puisque nous, notre rôle, ça sera quoi? De faire rentrer l'Ukraine dans l'Union européenne. Vous la voulez, vous allez la prendre. Et de payer la reconstruction. Aux frais de qui? Du contribuable français. Je demande aux gens qui nous regardent de réfléchir un peu, d'avoir de la distance par rapport à la parole présidentielle, parce que tout ça va nous coûter très cher. On va être ce qu'on appelle les dindons de la farce. En fait, quand on réfléchit bien, je dis on est à contretemps. Pourquoi? Parce que
nous les Français, on a suivi les Américains quand ils étaient des va-t-en-guerre, et aujourd'hui, on quitte les Américains quand ils deviennent des va-t-en-paix. Parce que nous, on est les derniers va-t-en-guerre de la planète. Je le dis contre-temps, mais aussi contre-sens. C'est encore plus grave. Il est à contre-sens. Pourquoi? Parce qu'il a dit il y a une menace existentielle, c'est la Russie. Bon. Alors moi, je réponds ceci. Premièrement, la Russie n'est pas une menace existentielle. C'est d'ailleurs ce que les Américains ont compris. Pourquoi? Elle a pris en 3 ans 18% du territoire ukrainien. En fait, elle est épuisée et elle n'a pas la capacité d'aller plus loin. Tous les militaires savent exactement de quoi ils retournent. Donc il n'y a pas de risque majeur. Quand bien même elle voudrait aller jusqu'aux frontières françaises. Aucun risque. Donc c'est un mensonge de faire peur aux gens, de faire peur aux Français. Mais ça va plus loin. Trump a compris, en fait, ce que voulait la Russie. La Russie, elle veut 2 choses. Je suis le seul à le dire aujourd'hui, avec Pierre Lelouch. C'est regrettable, mais bientôt tout le monde le dira. Parce que c'est ce que pense Trump. Trump, il a compris. Avec Vance, ils ont compris. La Russie, elle veut 2 choses. Elle veut qu'on tienne compte du fait que l'Ukraine, c'est pas un pays comme un autre. L'Ukraine, c'est un peuple slave qui est lié à l'histoire du peuple slave russe. Lorsque j'avais rencontré Vladimir Poutine en 2014, il m'avait dit, vous savez, pour nous, le berceau de la Russie, c'est Chersonèse, le baptême de Vladimir Ier en 988. Et ensuite, Kiev, parce que c'est là que dans les eaux du fleuve, s'est baigné le peuple russe. C'est le premier baptême du peuple russe. Et la Russie s'appelait la Russe. Donc la Russe, elle est née à Kiev. Donc, entre ces 2 peuples, Solzhenitsyn m'avait dit, si un jour il y a une guerre entre les 2 peuples, je ne veux pas que mes fils y aillent. C'est dire que ce sont 2 peuples qui s'aiment, qui se retrouveront, qui se sont entre-déchirés, mais on peut comprendre que Poutine ait dit à Trump, ça fait 30 ans, 40 ans que vous cherchez à faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN, et pour moi c'est un risque géostratégique majeur, parce que je ne veux pas avoir des missiles braqués sur moi à 1 heure de Moscou. En fait, si on comprend ça, on comprend la cause de la guerre. Et donc, la promesse n'a pas été tenue, alors que Nicolas Sarkozy et même Angela Merkel avaient dit en 2008, attention, il ne faut pas faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN, il faut que l'Ukraine ait un statut de neutralité, au sens de Kissinger, c'est-à-dire que l'Ukraine soit un pont entre la Russie et la partie occidentale de l'Europe. Alors, quand je dis que la Russie n'est pas une menace existentielle, il y a des menaces existentielles dont personne ne parle. J'entendais ce matin François Bayrou, ici même, avec son éloquence traînante et hélicoïdale, empêtrée de formules salpêtrées. Et en fait, ils n'ont rien compris au problème de la France. La France, le pronostic vital de la France est engagé. Pourquoi? Parce que depuis 8 ans, et même avant, en tout cas depuis 8 ans, la France a perdu la maîtrise de son destin. Elle a perdu la maîtrise de sa démographie, si tant est que l'enfant soit la ligne de flottaison de l'espoir d'une société. Il n'y a plus d'espoir, on est sous la ligne de flottaison. On a perdu la maîtrise de notre démographie, on a perdu la maîtrise de nos finances, avec une spirale infernale que Bayrou constate lui-même, puisqu'il parle de délabrement. Et puis on a perdu, évidemment, la maîtrise de notre souveraineté. Mais la vraie menace, c'est évidemment l'islam radical. C'est que la terre de France porte aujourd'hui 2 peuples, côte à côte.
avec des croyances, des mœurs, un art de vivre, une mémoire qui ne sont plus les mêmes. Et donc, on est côte à côte, on sera bientôt face à face, comme disait l'ami d'Emmanuel Macron. Donc, en fait, la vraie menace, elle est là. Alors, pourquoi Macron a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Moi qui connais bien la politique, qui connais bien la coulisse, et qui a assez de malice pour comprendre les grands malicieux. En fait, il hésite entre la tentation maréchaliste, c'est-à-dire relancer un quinquennat crépusculaire. Il fait don de sa personne à l'Ukraine. Et il évoque la patrie, au sens de Mitterrand, la France est notre patrie, l'Europe est notre avenir. Mais enfin, quand même, c'est la première fois de son quinquennat qu'il évoque le mot patrie. Moi, quand je déjeunais avec lui, que je prononçais le mot patrie, la fourchette tourbait. On dit, vous en êtes encore là? On n'est plus en 1814. Ah bon, d'accord, la patrie. Là. Et la deuxième tentation, c'est la tentation bismarckienne. Bismarck, qu'est-ce qu'il a fait? Pour faire l'Allemagne, en fait, réunir tous les États. Il a fait d'abord la guerre avec l'Autriche-Hongrie, ça a donné Sadova. Il a réuni l'Allemagne du Nord, le Zollverein, puis après, il a fait la guerre avec la France. Et dans la Galerie des Glaces, il a annoncé la création de l'Allemagne, la Grande Allemagne. En d'autres termes, il a fédéralisé les États grâce à la crise, grâce à la guerre, à 2 guerres successives. Et qu'est-ce que cherche à faire Macron? À faire la même chose en se servant non plus de l'Amérique comme fédérateur extérieur, mais de l'Ukraine, en cherchant le chaos fédérateur pour fédéraliser les États autour de la Commission pour une Europe fédérale. Et pourquoi ça? Parce qu'un jour, il m'a fait une confidence devant Brigitte. Il ne pourra pas me démentir. Je le mets au défi de me démentir. Je lui dis, qu'est-ce que vous ferez plus tard? Vous serez chocolatier chez Trogneux, vous serez... Parce que Sainte-Hélène, c'est pas un métier, il ne va pas tailler des rosiers. Il m'a dit non. La présidence de la commission ou la présidence du conseil, Costa. Il n'a pas parlé de Costa, qui n'existait pas à l'époque. Mais son idée, c'est d'être le président de l'Europe fédérale. Il dit, je suis trop jeune pour renoncer à la politique. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au Kazakhstan, il avait dit, je ferai un tout autre job. Mais le tout autre job, c'est quand même un job. C'est un job. Et en fait, à la Commission, on parle de job, vous voyez, parce que ce n'est pas des gens élus. C'est un lapsus révélateur. Voilà, je pense que vous n'êtes pas déçus. Je pense qu'effectivement, ça a duré un certain temps, mais ça valait le déplacement, ça valait le coup de bien l'écouter, de début jusqu'à la fin. Moi, je suis stupéfait de voir à quel point il a été ignoré, marginalisé, alors que nous avons là un homme d'État, et il n'y en a pas d'autre. Il a le physique encore, il a l'élégance et la carrure, il a l'expression française qui est absolument parfaite. Aujourd'hui, nous avons la potentialité d'un homme d'État. Est-ce que nous saurons le reconnaître, nous Français, vu la bêtise du monde, vu la bêtise de notre peuple, vu la lobotomisation, comme je dis souvent, de notre peuple, que j'entends là et là? Je ne sais pas si les Français sauront reconnaître en lui un véritable chef d'État. En tous les cas, moi je ferai ce que je peux pour parler de lui, faire sa promotion, essayer d'obtenir un consensus autour de lui, parce que je ne vois pas d'autres personnages. Franchement, je n'en vois pas d'autres. Je ne sais pas quelle est votre opinion, mais moi je ne vois pas d'autres capables de relever les flambeaux. Ou alors on coule, on décide de mourir dans un apocalypse qui nous détruira tous, quoi. Parce que je ne vois pas qui peut relever le défi.
surtout vu les enjeux actuels. Je vous souhaite en tous les cas un bon samedi et je vous dis à bientôt.